Euh, alors tout d'abord, le premier constat, c'est que la France en ce moment cumule un déclin économique et un déclin politique. Alors, le déclin économique, ça fait quelques décennies que ça dure. Le déclin politique, c'est beaucoup plus récent, puisqu'on a eu quand même 70 ans de stabilité et d'une relative efficacité politique. Je parle des institutions beaucoup plus que des politiques qui ont été conduites. Alors, ce déclin économique, je fais pas référence au problème conjoncturel du dernier trimestre 2024, où là nous avons connu une récession, mais je parle plutôt euh, de cette décroissance à crédit qui est le problème de la France depuis longtemps. Vous savez qu'on cumule les déficits et on cumule des déficits uniquement sur les dépenses de fonctionnement, sans tenir compte des dépenses d'investissement. C'est ça qui est assez dramatique. En ce qui concerne, en ce qui concerne l'instabilité, en ce qui concerne le déclin politique, c'est plus récent, notamment depuis les dernières législatives. C'est à la fois une instabilité ministérielle et une paralysie politique. Alors, puisque nous sommes à la période des vœux, je pense que le premier vœu à souhaiter à la France, c'est de sortir de ces déclins. Je pense qu'elle en a les moyens, et la question, c'est de savoir si un jour elle en aura la volonté. Alors, nous allons parler de la dissolution et des somnambules. Euh, Première chose à faire, me semble-t-il, c'est d'expliquer un peu ce titre. Alors, les somnambules, vous connaissez, somnambules, c'est des gens qui se déplacent sans avoir conscience qu'ils se déplacent. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Et, bon, il paraît que ça arrive à certains moments, certaines personnes qui ont des troubles psychologiques. Mais si on parle de somnambule, sur le plan politique, c'est en fait par référence au titre du livre de Christopher Clark, pardon, qui s'appelle Les somnambules. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, il analyse les causes de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui était aussi la première guerre civile européenne en 1914. Alors rappelons-nous, le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand a été assassiné. Et 6 semaines plus tard, 6 semaines seulement, commençait la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on est arrivé à partir de ce fait divers, alors pas pour l'intéresser, bien sûr, quelque chose d'important, mais un attentat, nous en avons connu beaucoup ces derniers temps, et de cet attentat s'est déterminé un conflit mondial. C'est ça, là. C'est là-dessus qu'il faut s'interroger, et on s'aperçoit, quand il s'interroge, que les acteurs de l'époque ne l'ont pas voulu, ce conflit. Hein. Sans le vouloir, sans le savoir, eh bien, les comportements des uns et des autres ont aggravé la crise connue en 1914 et nous sommes à peu près dans une situation semblable. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise, pour l'instant limitée, mais avec des comportements pas toujours réfléchis, les choses pourraient s'aggraver. Alors, en 1914, les événements ont avancé au pas de chasseur, très vite. Aujourd'hui, on peut être rassuré, on avance au pas de la Légion. C'est plus lent, mais on va quand même vers des événements que nous ne souhaitons pas. Donc, voilà le premier constat. Alors, quelques illustrations. D'abord, de qui parle-t-on quand on parle de ça? On parle des dirigeants, bien sûr.
mais aussi des peuples. Les peuples ne sont pas innocents de leurs dirigeants, puisqu'ils les ont choisis, puisqu'ils les ont maintenus au pouvoir. Et les peuples ne sont pas innocents des politiques conduites par les dirigeants. Pas se défausser simplement sur les dirigeants. Alors, par exemple, les peuples ont parfois perturbé les élections, les consultations. Par exemple, lors des européennes, on pouvait s'attendre à ce que les dirigeants posent les grands problèmes de l'Europe, proposent des solutions et demandent au peuple de choisir, d'opter. On fait les peuples. Eh bien, au lieu d'avoir une grande consultation européenne, nous avons eu une juxtaposition de consultations nationales. C'est pas nouveau, ça se produit à chaque fois. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à constituer un démos européen, puisque c'est ce que nous souhaitons depuis le départ, et d'autre part, que les consultations se fassent sur les problématiques européennes et au travers d'intermédiaires qui soient européens. Or, le PPE, le plus grand parti européen, n'était pas présent dans les élections européennes françaises. Les sociaux-démocrates n'étaient pas présents dans les élections européennes françaises. Nous avions des partis politiques franchouillards et pas européens. Premier point. Deuxième point, lors des européennes, les Français ont répondu à un référendum pour ou contre Macron. On garde ou on s'en sépare, on en a marre. Ça n'a rien d'européen, cette consultation pour ou contre Macron. C'était pas à sa place. Les européennes ne sont pas faites pour ça. En revanche, quand les Français ont dit on en a assez du déni, de l'excès d'immigration, c'est bien un problème aussi européen. Donc vous voyez, on a mélangé les enjeux européens et les enjeux nationaux. Et aussi bien les hommes politiques que les électeurs sont responsables de cette confusion. D'autre part, je l'ai déjà dit la dernière fois, lorsqu'on regarde comment les Français vont peser dans les décisions que prendra le Parlement européen, on s'aperçoit que 39% des Français sont présents dans les partis de la majorité du Parlement européen. Donc, étant dans la majorité, ils vont peser un peu plus que s'ils étaient dans l'opposition. Mais la majorité des eurodéputés français sont dans l'opposition au Parlement européen. Donc, ils vont compter pour rien dans les décisions qui seront prises. Les Allemands, plus disciplinés, vont être à 55% dans les partis de gouvernement. Donc, ils vont peser davantage dans les décisions qui seront prises que les Français. Et ce, d'autant plus que la délégation allemande est supérieure à la délégation française. Mais vous voyez qu'on devrait avoir des décisions qui soient davantage logiques si on tient compte des conséquences des votes émis, c'est-à-dire de la pondération et des sujets sur lesquels on s'exprime. Maintenant, si euh, on descend, on descend un peu pour définir la crise. En fait, nous connaissons une crise française d'instabilité et de paralysie, mais cette crise française rejoint les crises des démocraties libérales représentatives que l'on rencontre de par le monde. Vous avez des partis qui sont plus extrêmes, qui s'approchent du pouvoir, voire qui s'en emparent, en Italie par exemple, mais c'est vrai aussi de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis.
succès de Trump représente un peu cette évolution, cette mise en cause d'une démocratie libérale représentative. Alors, nous constatons une paralysie, en tout cas en France, du fonctionnement de la mise en œuvre de la puissance collective. Parce que l'État, finalement, c'est la puissance collective, c'est la société constituée qui, normalement, fait prévaloir sa volonté. Donc, on verra en cours de route les conditions d'une bonne expression de la volonté du peuple. Toujours dans cette introduction, pourquoi diable parler d'un événement français dans le cadre du mouvement européen? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on va regarder les causes, on va s'apercevoir qu'il y a des causes qui sont communes à la France et à d'autres démocraties libérales. Donc, il y a des causes communes. C'est une raison qui justifie de parler de ce problème. Quand on parle de la France, on ne parle pas seulement de la France, on parle aussi des problèmes que rencontrent d'autres démocraties libérales, notamment en Europe. Deuxième raison, c'est que le sort de la France, économique et politique, n'est pas neutre à l'égard de l'euro, à l'égard de la zone euro, à l'égard du fonctionnement de cette zone, à l'égard de la valeur de l'euro contre dollar. Il y a des conséquences dans ce domaine. Il y a aussi des conséquences sur le fonctionnement politique de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union et dans ses rapports avec le reste du monde. Donc, ce qui se passe en France, notamment quand il va falloir se déterminer par rapport à l'Ukraine, par rapport au Moyen-Orient, par rapport maintenant au Groenland, est-ce que notre Parlement national, en tout cas l'Assemblée nationale, pourra exprimer une option, une décision? C'est mal parti. Donc, en ce moment, c'est un problème compte tenu de la conjoncture internationale, de la conjoncture géopolitique. Et il est à redouter qu'en voyant nos députés, en les écoutant, eh bien, on peut comprendre que Poutine pense que nos démocraties sont décadentes et que sa guerre en Ukraine, finalement, est opportune. Parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Son intérêt à lui, c'est de profiter de la décadence de l'Occident pour réaliser ses objectifs. Et ça, c'est un point important en termes de stratégie. Vous savez que des conflits peuvent se déclencher si jamais l'une des parties au conflit pense qu'il y a une opportunité exploitée. Cette opportunité est en général une faiblesse de l'adversaire, ou bien un avantage en termes d'armement, avant que l'adversaire ne compense le désavantage qui est le sien à un moment donné. Donc, attention à ces fenêtres d'opportunité qui sont en fait des facteurs de conflit. Et les dysfonctionnements politiques affichés sont bien sûr des tentations pour nos adversaires. Alors, nos adversaires, bon, c'est Poutine pour l'instant, mais il n'est pas le seul. Notamment, on verra tout à l'heure, l'importance du Sud global. Quand on regarde nos députés, je pense que nos décadents qui ne portent pas de cravate, nos décadents qui se polarisent sur des queues de cerises, n'ont pas lu La fin de l'histoire de Fukuyama, Le choc des civilisations de Huntington ou Le piège de Thucydide d'Allison. Ils sont loin de tout ça. Ils abstraient la France complètement de son environnement géopolitique. Je m'arrête là-dessus pour parler d'une troisième raison
de traiter le sujet franchouillard dans un contexte européen, c'est qu'en Europe, il y a des types de gouvernements qui sont différents. Autrement dit, il y a des parlementarismes qui sont différents les uns des autres. Le parlementarisme à la française étant un peu présidentiel. Et on s'aperçoit dans les difficultés qui sont devenues les nôtres depuis les dernières législatives, voire depuis les dernières présidentielles, que nous aurions peut-être intérêt à nous inspirer des fonctionnements parlementaires de nos voisins, de certains d'entre eux, pour améliorer l'efficacité de notre propre fonctionnement. Donc, cette dernière raison, c'est de rechercher des modèles de parlementarisme éventuellement transposables. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous vivons un moment refondateur. Les difficultés sont telles qu'il va falloir apporter des solutions qui ne soient pas des solutions légères, mais peut-être assez profondes. Effectivement, nous vivons une crise politique et peut-être institutionnelle qui pourrait bien tourner à une crise de régime. Tant les institutions sont fragilisées, et notamment fragilisées par une pratique de la Ve République qui n'en a pas respecté l'esprit tout en respectant la lettre. Autrement dit, la lettre du président de la République, le premier personnage de l'exécutif, et l'esprit, c'est qu'il ne doit pas être le seul personnage de l'exécutif au détriment du Premier ministre. Donc, si on analyse un peu, on assiste à un épuisement intellectuel. On n'a pas été capable d'analyser nos problèmes politiques pour les prévenir et on n'a pas été capable de concevoir des solutions qui auraient permis de les résoudre, ces problèmes, avant qu'ils ne deviennent graves comme ils le sont en ce moment. Deuxième épuisement, c'est l'épuisement politique, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas su remplacer les élites politiques qu'on a eues, notamment pendant les Trente Glorieuses, et que nos élites politiques du jour seraient plutôt du côté des piteuses que des glorieuses. Donc, un problème d'abaissement du niveau de nos hommes et femmes politiques. Troisième épuisement, c'est un épuisement sociologique qui a fait qu'il n'y a plus de majorité sociologique en France autour d'un parti de gouvernement. Sociologiquement, la majorité s'est révoltée contre l'incapacité de notre microcosme politique à résoudre les questions fondamentales que sont le chômage, l'insécurité, l'immigration, les inégalités. C'est le populisme. C'est la révolte contre l'impuissance publique. Alors, nous allons traiter ça en 4 parties qui seront les causes de cette affaire, l'analyse du résultat des législatives, les conséquences de ces législatives sur les institutions, et quatrième point, quelles sont les solutions possibles, les adaptations nécessaires pour sortir de cette crise. Voilà pour l'introduction. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent? Pierre? Non, rien de particulier à rajouter. Mais bon, je reviendrai sur un ou deux points, mais c'est pas le lieu au démarrage comme ça. D'accord, en cours de développement. Tout à fait. Oui, Alors, non, moi je trouve que cette description du contexte est tout à fait pertinente.
Alors, les causes. Euh, Tout d'abord, des causes immédiates. Je vous rappelle que la décision de dissolution a été annoncée le jour des élections européennes, le soir à 20h30, au moment où on commençait à recevoir les premières analyses. Et j'aurais tendance à dire, après que Mélenchon ait clamé victoire, victoire de la gauche, victoire du, du Front populaire. Alors pourquoi? On a émis l'hypothèse que Macron souhaitait anticiper une censure. Il s'attendait à ce que le gouvernement soit renversé au moment de l'adoption du budget. Donc, il aurait voulu anticiper et prendre l'initiative plutôt que de se l'avoir imposée un peu plus tard, après les Jeux Olympiques et au moment de l'adoption du budget. Et en même temps, il ne s'y attendait pas, il voulait les surprendre pour ne pas leur laisser le temps de s'organiser. Et là, on sait qu'il a perdu puisque dès le lendemain, Mélenchon avait de nouveau rassemblé la gauche. Donc, si c'était ça, c'est perdu. Deuxième hypothèse, c'était pour lever une hypothèque. Et l'hypothèque Marine Le Pen. C'était en quelque sorte laisser arriver au pouvoir parlementaire, le Rassemblement national, pour lui permettre d'exercer les responsabilités du gouvernement et ainsi faire la démonstration qu'il n'était pas un parti de gouvernement crédible. Donc, lever d'hypothèque, c'était permettre au Rassemblement national de se déconsidérer. Mais c'est aperçu, avec l'arc républicain, que apparemment, ce n'était pas le cas. On arrive à une autre hypothèse qui me semble plus proche de la réalité. C'est une réaction d'un homme qui était vexé par les résultats. Parce que en 2019, le parti macroniste était arrivé derrière le Rassemblement national, mais à quelques pourcentages, tandis que là, le score, c'était la moitié. Plus de 33% dans un cas, de l'ordre de 16 dans l'autre. Donc, c'était quand même une claque monumentale. Et je pense véritablement qu'on a plus affaire à une réaction de dépit. Hein. Vous voulez le Rassemblement national, mais confirmez que vous le voulez, vous l'aurez. Qu'autre chose. Dernier point, une clarification était souhaitée par Macron, c'est ce qu'il a dit, mais sans réunir les conditions d'une expression informée et sereine. Et ça, c'est un point important pour toutes les élections. Le président de la République n'a pas réuni ces conditions. Tant pour les européennes que pour les législatives. Consulter le peuple, ça veut dire réunir des conditions de sérénité. Oui, je disais que pour qu'une consultation soit efficace, il faut réunir des conditions, notamment des conditions de sérénité, c'est-à-dire pas de précipitation. Il faut avoir le temps d'exposer les problèmes et d'évoquer les solutions possibles. Ce qui veut dire, à la limite, qu'on a tout à fait intérêt à évoquer les problèmes avant la campagne électorale, de façon qu'on ait le temps d'exposer tout ça et de débattre, d'échanger des arguments et pas des coups dans la sérénité. Ce qui n'a pas été le cas. Et deuxièmement, il faut que les solutions possibles soient bien évoquées avec toutes leurs conséquences
de façon à ce que les électeurs, dont ce n'est pas la vocation de suivre en permanence et dans le détail la politique, soient suffisamment éclairés pour émettre un avis informé qui va nous engager durablement. Bon. Donc ces conditions n'étaient pas réunies. Ces conditions doivent l'être pour, d'une part, choisir, mais ensuite il faut soutenir dans la durée le choix qu'on a fait à un moment donné. Il faut contrôler que les politiques font bien ce qu'ils ont annoncé, et enfin, sanctionner les dits politiques dans l'élection suivante. La sanction peut être positive, c'est la réélection, mais elle peut être négative, les écarter, si on considère que leur comportement n'a pas été conforme à ce qu'ils avaient annoncé. C'est ça le bon fonctionnement. Donc, les élections ont apporté une clarification en révélant la participation, enfin la partition évolutive de l'opinion publique. Le problème, c'est que si les élections reflètent bien cette partition, ces élections ont bloqué le fonctionnement de la République. Donc, il y a toujours deux objectifs, notamment dans les législatives, J'ai beaucoup de coupures. représentation fidèle, mais aussi un fonctionnement possible. On a tendance à oublier. C'est ce que la Ve République avait apporté par rapport à la quatrième. La quatrième représentait bien les différentes forces en présence, mais elle ne permettait pas de diriger effectivement le pays lorsqu'il était confronté à des problèmes difficiles, comme la guerre d'Algérie. Alors, Macron l'a reconnu, cette dissolution a apporté davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Ça, c'est vrai. Mais il faut faire attention à ces problèmes de présidentielle, je fais référence à 2022, et législative, sans projet, presque sans campagne, autre que une mobilisation anti-Rassemblement national. Quasiment la démocratie française n'a plus que le vide pour projet. Ne proposez pas de solution aux grands problèmes qu'on a évoqués et qu'on va évoquer un peu plus tard. Bon, voilà pour les premières causes immédiates, en quelque sorte. Je vais passer à la deuxième série de causes, beaucoup plus lointaines et beaucoup plus durables, donc qui sont encore présentes. La première d'entre elles tient au désenchantement du monde. Alors, je veux dire, on connaît, oui, mais le désenchantement du monde, c'est à la fois le titre d'un bouquin de Max Weber, au début du XXe siècle, ce titre a été repris par Marcel Gauchet, plutôt à la deuxième moitié du XXe siècle, et il annonçait tout simplement que la société politique s'était affranchie de la tutelle de l'Église. Parce que, en fait, notamment sous l'Ancien Régime, le roi était mandataire de Dieu sur terre, en tout cas en France. Donc, le principe de l'autorité centrale, c'était la transcendance, c'était Dieu. C'était vrai dans la plupart des sociétés européennes, et ça l'était depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire que cette construction sur un Dieu a existé depuis plusieurs millénaires. Ce qui veut dire que cette antériorité très longue a conditionné, a façonné l'esprit des citoyens que nous sommes. On n'est pas innocent de ce que nos ancêtres ont fait pendant plusieurs millénaires. Bien évidemment que ça fait partie de l'héritage, même inconscient.
Donc, comme le dit Marcel Gauchet, alors cette fois-ci dans un bouquin qui vient de sortir il y a quelques mois, qui s'appelle Le nœud démocratique. Donc, je vais vous en parler un peu. Pourquoi? Parce que le livre est quasiment illisible. C'est dommage, l'analyse est pertinente, mais elle s'exprime dans un langage un peu trop philosophique, alors compréhensible par les philosophes, mais c'est pas la cible de Marcel Gauchet. Alors ceci étant, ce qu'il faut faire, c'est pas lire Marcel Gauchet, c'est l'écouter. Comme il vend son bouquin un peu partout, vous allez sur YouTube et vous le trouvez des conditions d'intervention de Gauchet fréquentes. Et le problème, c'est quand il, enfin, le problème et la solution, quand il parle, on le comprend. Quand il écrit, c'est plus difficile. Alors, je vous conseille plutôt d'aller écouter la présentation de ce bouquin parce que l'idée est quand même très pertinente. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, auparavant, lorsque l'Église, puisque chez nous c'est l'Église catholique ou anglicane éventuellement, inspirait la constitution de la société politique et son fonctionnement, eh bien, l'origine de la loi était à l'extérieur. Il dit c'est un, une unité hétéronome. La source du droit est extérieure. Et quand on a fait la révolution, on a substitué à ce un hétéronome un autonome. On a eu l'unité, mais la source du droit, ben, c'était le peuple qui adoptait les lois. Et on retrouve ça bien décrit chez Jean-Jacques Rousseau. Et la mise en œuvre de. Alors, avec un petit bémol, c'est que Rousseau était un partisan de la démocratie directe, et là, nous participons, nous sommes dans une démocratie représentative, et c'est Montesquieu qui a vendu la démocratie représentative, en disant tout simplement, les peuples ont d'autres choses à faire que de réfléchir aux élections, et ils n'ont pas les formations économiques, juridiques, sociologiques voulues pour s'exprimer clairement, sereinement, d'une façon éclairée. Bon, mais si on met ça un peu de côté, le grand changement, c'est que la source de la société politique, ça devient le peuple quand il est consulté. C'est plus l'extérieur. Alors, cette sortie de la tutelle de l'Église avait déjà commencé. Elle a commencé, c'est peut-être au moment de la Révolution, mais elle avait déjà commencé ou elle a continué après, lorsque, par exemple, dans nos écoles, les hussards noirs se sont substitués aux curés. L'instituteur enseignait les comportements moraux à nos enfants et c'était plus le curé qui faisait ça. Bon, en fait, dans les morales transmises par la République, on trouvait les mêmes valeurs que dans les 10 commandements avec Dieu en moins. C'est la seule différence. C'est pas le contenu, c'était la source. Et donc, progressivement, les valeurs chrétiennes se sont sécularisées. Mais les valeurs républicaines qui ont pris la suite étaient, dans le fond, les mêmes. Jusqu'au moment où la déchristianisation a commencé. Et là, nous sommes à la fin du XXe siècle. C'est par exemple l'IVG. Alors l'IVG, c'est quand même pas une valeur chrétienne sécularisée. C'est nouveau, c'est contre l'Église. Le mariage pour tous, c'est pareil. Encore que le pape François dit que on peut bénir des homosexuels à condition de ne pas les bénir ensemble, mais l'un après l'autre. Et vous avez le cardinal Sarah qui s'insurge contre cette capitulation de l'Église. Mais ça devient un problème interne à Je, l'Église. je reconnais bien le caractère jésuite du pape François. Oui, oui, mais c'est vrai d'ailleurs. Vous savez, sur la place Saint-Pierre, maintenant, vous avez une pirogue qui vient d'Afrique en bronze pour illustrer les choix qui sont les siens. Et
sa première intervention était à Lampedusa, où il est venu dire à peu près le contraire de Michel Rocard, qui disait on ne peut pas acquérir toute la misère du monde, et le pape est venu dire il faut accueillir toute la misère du monde. Hein, commencé comme ça. Euh, donc, euh, euh, voilà, sécularisation, puis après, divorce dans les choix républicains avec l'Église. Mais on a été même assez loin parce que, euh, je dis tout de suite, ce que les Églises avaient apporté, c'est un vivre ensemble, une volonté de vivre ensemble et une modalité de vivre ensemble. Et le fait de la sortie de la religion, alors c'est la sortie collective, parce que bien évidemment les religions continuent. Mais aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez être chrétien ou musulman, mais c'est un problème, c'est un choix individuel, c'est pas un choix de société. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur une religion pour guider la vie collective. Ça, ce n'est pas permis en France, du fait notamment de la laïcité. Donc, on est passé à cette étape et ce que dit Marcel Gauchet, c'est que finalement, on a sous-estimé la façon dont l'esprit des citoyens français était façonné par la culture et la civilisation chrétienne, notamment le vivre ensemble, les rapports les uns avec les autres, avec nos voisins, la façon de vivre dans la famille, la façon d'accepter l'autorité. Aujourd'hui, c'est l'individualisme exacerbé. On rejette toutes les autorités, l'autorité des parents. Quand ils interdisent le téléphone, on ne les écoute pas. Ils produisent un certain nombre de problèmes. Quand les professeurs veulent enseigner les sciences, certains ne les écoutent pas, on conteste leur autorité. Quand les hommes politiques veulent imposer la retraite à 64 ans, on conteste l'autorité qui est la leur. Euh, Vous voyez, et même, on regarde les comportements, je vois sur la route, on ne signale même plus qu'on va changer de couloir ou de direction. On se fout des autres. Quand je vais chercher mon pain tous les jours, dans la boulangerie, il y a des queues jusque sur la place publique qui est derrière, quel que soit le temps, alors qu'à l'intérieur de la boutique, il y a des espaces de plusieurs mètres. Et on s'aperçoit que toutes les générations font ça. Et même les aînés ne sont pas les derniers à se foutre éperdument des autres qui sont derrière eux. Vous avez donc une sorte de déconstruction du vivre ensemble. Il y a un bouquin de Tavoileau qui vient de sortir sur veut-on encore vivre ensemble? Vous voyez que nos intellectuels se préoccupent de ce sujet. Dans le bouquin de Tavoileau s'intitule Pourquoi vivre ensemble? Et notamment, il évoque des raisons. Alors bien sûr, il y a Dieu quand on est dans la chrétienté, mais si on remonte à l'Antiquité, vous avez eu tout à fait la tradition. On vit en société comme nos ancêtres l'ont fait et nous l'ont transmis, respect de la tradition, respect des ancêtres, ou bien de la nature, quand les Grecs parlaient du démos. Il fallait que l'architecture sociale s'inspire du démos, du cosmos, pas du démos, du cosmos, c'est-à-dire la nature qui était autour de la société. Donc, là, vous voyez, on retrouve une source qui était extérieure à la société. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le religieux était collectif par excellence. Maintenant, c'est devenu individuel. Maintenant, c'est le politique qui constitue la société dans laquelle nous vivons, et officiellement depuis 1905 pour nous. Et
nous avons aussi un problème nouveau, c'est que nous n'avons plus d'adversaire politique. Lorsque l'URSS existait, on avait un adversaire politique qui proposait une autre organisation sociale que la nôtre. Et Raymond Aron faisait remarquer qu'il y avait une convergence entre l'Est et l'Ouest, convergence pour construire une société industrielle. Il y avait de l'industrie des deux côtés. Donc on avait une convergence industrielle. Quand l'URSS a disparu, un grand responsable soviétique nous a dit on va vous poser un problème parce qu'on va vous priver d'adversaires. Effectivement, il avait raison, parce que avoir un adversaire, c'est rassembler les gens qui ont des différences entre eux contre l'adversaire. Poutine le sait très bien. Regardez tous les grands empires autour de nous, leurs dirigeants sont tout à fait au courant sur la façon d'organiser la solidarité et l'unité du peuple contre un adversaire. C'est ce que fait le Sud global. Et l'adversaire, c'est nous. Donc, dans les causes qui rendent moins solidaires les sociétés, vous avez eu cette disparition. Vous avez eu aussi une opposition philosophique à la tradition. C'est ce qu'on a appelé la déconstruction. Alors, la déconstruction s'est manifestée dans l'art, dans la musique, dans la peinture. La déconstruction s'est manifestée aussi sur le plan politique. C'est déconstruire ce qui est commun pour exalter l'individualisme, le nihilisme et l'égoïsme. Pour exalter aussi l'utilitarisme. C'est une façon de théoriser et de philosopher l'égoïsme, qui pose des problèmes, par exemple, dans nos comportements. On a du mal à recruter des infirmières ou des enseignants. Ce sont des fonctions plus altruistes que rémunératrices. Vous voyez, on a tellement privilégié l'égoïsme qu'on a effacé ce qu'il y avait d'altruiste dans les comportements antérieurs. Alors, ce que je vous dis là se trouve dans la littérature politique ou philosophique. Chantal Delsol vient de sortir un bouquin, je ne sais pas s'il est encore en librairie, qui s'intitule Insurrection des particularités. Et vous avez toutes les déconstructions qui concernent la société, mais aussi les communautés intermédiaires, notamment la famille. On a déconstruit le pater familias, c'est peut-être un peu un dictateur, mais finalement, heureusement, on s'aperçoit qu'on a besoin de liens et de vivre ensemble dans des petites communautés. Donc, cette famille qui était déconstruite par certains a survécu en s'adaptant pour d'autres. Vous avez aussi, par exemple, Jérôme Fourquet, qui dans l'artificialisation, la France d'après, etc., a montré que dans les villes, autour des villes, la grande distribution s'était substituée aux cathédrales. Et le dimanche, au lieu d'aller à la messe d'11 h, on prend le caddie de 11 h pour aller faire ses courses. Bon. C'est quelque chose de très voyant, de très prenant, et qui montre effectivement, au lieu de se retrouver les autres pour avoir quelque chose en commun, des croyances en commun, on a une juxtaposition des pouvoirs d'achat. Et les conséquences, c'est que les consommateurs ont remplacé les citoyens. Alors un consommateur, c'est plus tourné vers lui-même qu'un citoyen qui prend en compte quand même le bien commun. Cause commune. Voyons maintenant le néolibéralisme, qui joue un rôle important dans tout cela. Alors, le libéralisme se vivait autrefois, se vit encore aujourd'hui, à l'intérieur des frontières d'un État national.
les marchés régulent, mais à l'intérieur des frontières, et en cas de nécessité, l'autorité de l'État est là. Le néolibéralisme, eh bien, c'est les mêmes principes, mais appliqués sur l'ensemble de la planète. Et la caractéristique, c'est la disparition d'un régulateur. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, n'a pas été capable de faire respecter ces principes. Et on a vu comment les Chinois ont piqué les brevets des Occidentaux sans rien payer. Et ont provoqué une désindustrialisation aussi bien aux États-Unis qu'en France et dans le reste de l'Europe à un moindre degré. Donc, le néolibéralisme, c'est un dessaisissement de l'invention de l'avenir, dessaisissement des États nationaux par l'Union européenne dans un premier temps, laquelle l'Union européenne devient de plus en plus dominée par des juges et non par des politiques. On va développer ça cette fois-ci, mais on l'a déjà évoqué. Et vous avez aussi un dessaisissement par la globalisation. Donc là, je propose de distinguer la globalisation qui, en termes anglo-saxons, globalisation et la mondialisation, mais quand on l'utilise en français, c'est plutôt pour désigner la globalisation économique et financière en la distinguant de la mondialisation, qui est plutôt une globalisation de civilisation. Bon, voilà le bouquin en question. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est d'où vient ce néolibéralisme et cette mondialisation. Elle n'est pas d'origine économique, elle est d'origine politique, parce que c'est en fait la doctrine du libéralisme qui en est à l'origine. Le libéralisme, c'est la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux, mais aussi des hommes. Et c'est là qu'on retrouve le pape François, parce que dans cette liberté de circulation des hommes, c'est la liberté d'enracinement, où on veut, où on veut. Il n'y a pas que le pape qui dit ça, j'ai encore entendu sur une radio neutre, bien sûr, c'est France Culture, où l'invité du jour expliquait exactement la même chose, mais les hommes sont égaux, ils peuvent s'installer où ils veulent. C'est la disparition des États-nations. Il n'y a plus de frontières, ni pour le pape, ni pour France Culture. Parce que vous savez comment, quand même, les radios nationales sont phagocytées par la gauche. Bon. Donc, problème de liberté d'enracinement, disparition des États. Alors, dans ce schéma, dans cette volonté de disparition des États, on trouve le néolibéralisme. On trouve aussi en Europe le fédéralisme. L'État fédéral, c'est bien la disparition des États-nations. Et là, on retrouve, donc, François, j'en ai parlé, Trudeau, le Premier ministre canadien, qui a été tellement loin dans cette direction qu'il a dû démissionner. Et puis aussi Ursula von der Leyen, qui est à l'origine de la démission de Leggeri, le directeur général de Frontex, qui a fait appliquer le rôle de Frontex, qui est de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne contre toutes les migrations. Et on lui a reproché en quelque sorte de faire respecter par Frontex sa mission, et on a voulu la transformer avec la commissaire européenne correspondante en ONG d'accueil des migrants illégaux. Alors pourquoi vouloir faire passer Frontex de 400 personnes à 10 000 personnes et maintenant à 30 000 si c'est pour faire du babysitting illégal? Nouvelle idée aussi, la montée des populismes. Alors, la montée des populismes,
première raison, c'est les désillusions du pacifisme universel, hein, la fin de l'histoire. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui qu'à force d'encaisser les dividendes de la paix, nous n'avons plus, nous sommes désarmés. On regarde les effectifs d'hommes mobilisables, les chars, les avions, tout ça, dans tout l'Occident, enfin plus particulièrement l'Europe, il y a eu une diminution considérable qui nous rend très vulnérables face à la Russie, puisqu'on a même livré euh, nos munitions à l'Ukraine. Donc on n'a plus grand-chose de mobilisable et on est très inquiet de ce que Trump va faire. Si Trump prend de la distance par rapport à l'OTAN, nous allons trouver dans une situation difficile. Donc ça, c'est le désillusion du pacifisme. Deuxième problème, la mondialisation s'est traduite par une paupérisation des classes moyennes. On a enrichi les classes moyennes du reste du monde, mais on a appauvri les classes moyennes des pays développés. Et on s'aperçoit qu'il y a une érosion patrimoniale, à la fois du patrimoine physique et du patrimoine culturel, et des réactions de défiance contre la mondialisation. Alors, ça se retrouve dans des analyses, par exemple, de Guilluy, qui analyse la France périphérique, le comportement des dépossédés, ou bien dans le fait des métropolisations, c'est-à-dire que les bobos, les élites se rassemblent dans les grandes villes et excluent vers le monde rural, eh bien, les perdants de la mondialisation. Et c'est notamment la métropolisation, c'est Vermeuren qui analysait ça. Donc, vous voyez que ce que je vous décris a été analysé par ailleurs. Donc, désillusion de la mondialisation, ce qui se traduit par des recherches de protection. Et les recherches de protection, eh bien, c'est un peu la sortie volontaire de la mondialisation économique pour retrouver une protection nationale étatique. Et nous vivons en ce moment la revanche du politique, c'est-à-dire la résurrection des États-nations contre la globalisation. Bon, donc nous en étions à la recherche de refuge, retour des États-nations, ce qui, dans le cadre du mouvement européen, va poser quelques problèmes aux fédéralistes, parce qu'on voit que euh, on va à contresens de ce qu'ils souhaitent. L'histoire va à contresens de leurs souhaits. Donc, revanche du politique sur l'économique. Au passage, je dirais quand même, euh, il ne faut pas surestimer la démondialisation. En fait, plus qu'une démondialisation, c'est une régionalisation de la mondialisation à laquelle on assiste. C'est-à-dire que les pays ne se retrouvent pas tout seuls. On développe des relations économiques de préférence avec des partenaires, des alliés, plutôt qu'avec des adversaires. Parce que sinon, on se rend dépendant d'eux. On s'est aperçu que nos médicaments venant de Chine, c'était dangereux. Hein, que nos terres rares, etc., ça fallait faire attention, ce qui explique un petit peu pourquoi le Groenland devient séduisant. Hein. Et dans ce cadre-là, alors première chose, attention, c'est pas une véritable démondialisation, quoi qu'on dise, c'est une régionalisation qui se situe à ce qui existait antérieurement, qui veut dire qu'à l'intérieur des régions, la concurrence est toujours très vive. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de mondialisation que notre compétitivité va se rétablir spontanément toute seule. Si on ne fait pas d'efforts, on ne va pas redevenir compétitif. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc il faut écarter cette espérance. Bon.
Je poursuis. Notre environnement mondial géopolitique continue et notamment dans cet environnement, vous avez une montée du Sud global et pour le Sud global, nous sommes l'ennemi à abattre. Le Sud veut prendre sa revanche euh, parce qu'il a été colonisé par l'Occident. Et disons que nous assistons à une généralisation au Sud du comportement de l'Algérie. C'est un peu gonflé, mais enfin, c'est ça qui est en train de se produire. Ce qui va nous conduire à aborder les membres du Sud global, non pas dans leur globalité, ce serait leur donner un pouvoir de négociation qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont quand même très différents les uns des autres, mais ça veut dire qu'on va devoir déployer des stratégies bilatérales. Donc là, il faut faire attention, il faut noter au passage que nous sommes condamnés à développer des stratégies bilatérales et on ne veut pas conférer au Sud global un moyen de pression excessif sur nos sociétés et nos économies. J'ai parlé de la montée des populismes. Maintenant, regardons les sociétés qui sont les nôtres, comment se structurent-elles? Eh bien, il y a dans un premier temps une bipolarisation. Et une bipolarisation de substitution, on a substitué à la droite et à la gauche, notamment une première répartition entre les élites et le peuple. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé, par exemple, chez Jérôme Sainte-Marie, chez Guy Lui. On a retrouvé une répartition à peu près semblable, anywhere, somewhere, plutôt les cosmopolites et les enracinés, chez David Goulart. Donc vous avez trois analystes qui ont analysé une bipolarisation. Mais ce que l'on constate dans les dernières législatives, c'est une tripartition politique. Alors vous voyez qu'il y a une petite contradiction entre les deux et il faudrait arriver à réconcilier la bipolarisation sociologique et la tripartition politique. À tel point que on s'est posé la question, est-ce que cette tripartition n'est pas temporaire? Eh bien, si on se réfère à des sociologues qui ont analysé ça, Jérôme Fourquet, Pascal Perrineau, par exemple, euh, cette tripartition, et même David Goulart, cette tripartition semble durable. Et elle a des manifestations diverses. Celle qui est la plus simple à retenir et qui analyse assez bien les choses, c'est celle de David Goulart, qui dit qu'il faut distinguer la tête, le cœur et la main. La tête représente, disons, les macronistes, les classes, les élites économiques, ceux qui ont des diplômes et qui ont des responsabilités économiques et qui ont un patrimoine financier substantiel. Ils ont un patrimoine culturel avec les diplômes, mais aussi économique. Et ces gens-là, on les trouve dans les grandes métropoles. Vous avez la métropolisation qui, par la montée du prix de l'immobilier, repousse vers la périphérie, donc le monde rural, ceux qui n'ont pas les moyens de suivre, les moyens financiers de suivre. La tête. Vous avez ensuite le cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les suppôts de Mélenchon. Autrement dit, c'est des diplômés, souvent dans le domaine littéraire, sociologique, sciences sociales, dans ce domaine-là, et non pas dans les sciences dures, que l'on trouve beaucoup dans la santé,
dans l'enseignement et dans les responsabilités sociales. Et ceux-là sont plutôt, disons, de Mélenchon de gauche. Caricature avec Mélenchon, c'est Mélenchon représentant l'ensemble de la gauche, bien sûr, jusqu'aux socialistes, socialistes inclus. Et ces gens-là, on les trouve aussi en ville. Ils font partie des bobos, et en général, ils n'aiment pas beaucoup, ils préfèrent le vélo à la voiture. Et vous avez la main. La main, c'est les ouvriers, les employés, et les ouvriers, on les trouve plus à gauche maintenant, on les trouve au Rassemblement national. Marine Le Pen. Et si on regarde géographiquement, eh bien, c'est la France de l'intérieur. Quand vous regardez la répartition politique, dans le centre-ville, on est, disons, la tête, on est macroniste, républicain. Vous avez aussi à côté en gauche et à l'extérieur, en périphérie, le Rassemblement national. Donc, c'est corroboré par les phénomènes de métropolisation, de gentrification et de France périphérique. Voilà la tripartition. Et puis on va un peu plus loin, on va jusqu'à la multipolarisation. Il suffit de regarder l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec un émiettement des groupes, une disparition des partis de gouvernement. En regardant par exemple aux dernières présidentielles, 2 partis de gouvernement additionnés, socialistes et républicains, le tout additionné 6%. Alors que ces partis ont constitué des majorités à certains moments au cours des 70 dernières années. Vous voyez bien l'évolution sociologique qui est en cours. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plutôt aller vers un rassemblement plutôt qu'un éparpillement, avoir des citoyens réalistes par rapport à l'analyse des problèmes et aux solutions qu'on pourrait mettre en œuvre, et faire preuve aussi de responsabilité les uns à l'égard des autres. Ça, c'est les orientations de solutions. Si on arrive à la fin du populisme, je pense que la solution, c'est plutôt que de condamner les extrêmes. Il faut inventorier les causes. Pourquoi diable ces populismes se sont-ils développés? C'est ce que j'ai tenté de faire, parce que la solution, c'est pas la condamnation, c'est de remédier aux causes qui ont fait se développer ce populisme. C'est ça la bonne solution pour sortir de nos problèmes actuels. Il faut répondre aux frustrations de nos citoyens. Ce n'est pas un problème institutionnel, d'abord. C'est d'abord un problème sociologique et politique. Ce n'est pas institutionnel. Il faut donc résoudre les problèmes que nous connaissons, l'insécurité, avec les attentats. Je pense aussi au viol de Philippines et son assassinat par un migrant. Et quand on écoute Mélenchon réagissant là-dessus, c'est insupportable. Ce sont les problèmes d'identité, de dissolution. Les gens disent je veux rester, je veux pas être un émigré en restant chez moi, continuer comme avant. Et d'ailleurs, Jérôme Fourquet a fait une enquête, un sondage. 64% des Français aimeraient que leur pays redevienne comme autrefois. Ça fait plus 8% par rapport au précédent. Alors bien sûr, c'est une nostalgie du passé, mais vous voyez, c'est une réponse à l'identité. La revendication d'identité, elle est bien là. Or, nos dirigeants pratiquent le déni. M. Macron, ça ne le concerne pas. L'immigration illégale, ça ne le concerne pas. Et quand ça le concerne, il défère la loi devant le Conseil constitutionnel. 30%, 30 articles sur 80, c'est plus de 30% d'ailleurs, ont été éliminés à cette occasion. C'est l'immigration non maîtrisée. C'est
en quelque sorte l'impuissance des États-nations que dénoncent les électeurs. On n'a plus la main et on aimerait bien la retrouver. Et puis encore, il n'y a pas que les problèmes internes. Si on regarde autour de nous, qu'est-ce que l'on voit? Déclin des démocraties, j'en ai parlé, et autour de nous, on trouve des empires autoritaires, stables, assurés de l'autorité dans la durée. Poutine est là depuis 25 ans. Beyrouth, depuis combien de temps? Et en face, on a des dirigeants capables de concevoir et de réaliser des stratégies de long terme. Xi Jinping nous a annoncé ses objectifs en 2049, hein, le centenaire de la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois. Ni Barnier, ni Bayrou ne peuvent voir aussi loin. Résultat des législatives. Ça, c'est pas suivant. On va recommencer par une analyse immédiate. Qu'est-ce que l'on constate? Une stabilité à court terme du corps électoral. Alors, en général, les législatives sont conformes aux résultats des présidentielles. D'autant que depuis le quinquennat, on a fait en sorte que les législatives suivent les présidentielles de près. Ce qui permet au président de bénéficier, en principe, d'une majorité, parce qu'il y a une stabilité électorale. Nous avons constaté la même stabilité électorale entre les européennes et les législatives. C'est la même stabilité, ce que Macron aurait dû anticiper. Et la même stabilité, ça veut dire que s'il a perdu aux européennes, il ne va pas gagner aux législatives. Vous avez une stabilité là aussi. C'est bien ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il a perdu. Maintenant, résultat législatif. L'arc républicain, pour faire barrage au RN. Et on constate qu'on a bien une représentation fidèle du corps électoral, mais ça se traduit par une défaillance d'efficacité du pouvoir. Or, ces élections législatives ont deux objectifs. La représentation, la fidélité de la représentation, mais aussi, mais surtout, un pouvoir efficace. On est passé à côté. Tout ça, c'est le contraire d'une consultation démocratique qui doit intervenir, je reviens sur les conditions que j'évoquais au départ, sans urgence, après délibération éclairée et modérée dans la forme. Modérée dans la forme. Ah. Échanger des noms d'oiseaux, ça n'apporte rien. Pour identifier les défis à relever, choisir les solutions, construire un avenir en commun. Toute chose que l'on n'a pas vue au cours des dernières élections, là je fais référence à 2022 et 2024. Et nos politiques ont choisi le déni, de ne pas évoquer les vrais problèmes et de faire de la com, hein, pour séduire les électeurs, plutôt que de courage en risquant l'impopularité de proposer des solutions pertinentes. Quand on propose, bien sûr, la réforme des retraites, l'âge à 64 ans, on ne soulève pas l'accord des foules. On voit que ces législatives se sont transformées, je veux dire, en référendum à propos d'une défiance de forme et de fond par rapport à Macron, qui est jugé bavard. Il parle plus qu'il n'agit, arrogant, il n'écoute pas, et narcissique. Il a une très bonne idée de lui-même. La tripartition politique résulte en fait d'une double séparation. Dans un premier temps, le Front républicain contre le Rassemblement national,
Le problème, c'est que dans un deuxième temps, le front républicain éclate et la gauche ne peut pas gouverner avec le centre. Donc, on arrive à une tripartition qui ne peut pas gouverner et ne peut pas diriger. Au passage, la droite qui était divisée en trois du temps de René Raymond avec euh, les orléanistes, les bonapartistes et la première c'était les royalistes, hein, se divise en trois, populistes, conservatrices et identitaires. Populistes, c'est le Rassemblement national, conservatrice, et oui bien, identitaire, c'est le reste du centre. La gauche est dominée par les extrêmes. Et en fait, le monde politique est dominé par les extrêmes. Ce qui explique la paralysie. Et ceci, malgré la bipolarisation sociologique, on a une tripartition politique qui conduit à la paralysie. Je vais arriver aux conséquences, mais est-ce que vous souhaitez réagir par rapport aux deux partis sur les causes et sur les législatives? Oui, je suis assez d'accord avec votre analyse. Pour moi, il y a effectivement eu précipitation et c'est le propre des gens, j'allais dire trop intelligents, excusez-moi du terme. Euh, ils considèrent que tout le monde a compris comme eux l'ont compris. Après les européennes, la gauche a été dans une situation de préfracture avec Glucksmann qui a fait un meilleur résultat que Mélenchon. Et effectivement, Macron a dit il faut utiliser ça et il faut en profiter pour éviter qu'il puisse se retourner, qu'il puisse se préparer. Ce qu'il a oublié de faire, le monsieur, c'est d'en parler avec les équipes qui l'entourent et qui étaient au pouvoir, Attal et les autres, qui auraient dû, préalablement à la dissolution, prendre langue avec Glucksmann pour faire un projet de gouvernement ou un projet de programme qui aurait empêché Mélenchon de passer en avant. Le problème, c'est qu'il en a parlé à personne, qu'il a fait ça dans le dos de tout le monde, et qu'il s'est retrouvé gros gens comme devant, parce que, effectivement, il n'avait pas préparé les choses. Il croyait que tout le monde avait compris la même chose que lui, et aussi vite. Il fallait donner du temps au temps. Et ça, il ne sait pas trop bien faire. Même s'il dit qu'il aime être le maître des horloges. Ben, là, il a loupé son coup. Mais enfin, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire une combinaison de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire donc anticiper la censure et une réaction de dépit. Il y a eu du dépit. C'est l'orgueil du président qui a surréagi. Il n'aurait jamais dû le faire ça sur un mouvement d'humeur. Bon. Par contre, pour les conséquences, on voit ce que c'est. Oui, je partage l'avis de Pierre, en sachant qu'il n'y a pas une hypothèse concernant Macron, mais peut-être une combinaison d'hypothèses Tout à fait. voilà, qui ont expliqué cette prise de décision rapide et solitaire. Bon. Ça me fait penser à deux choses. Deux choses. L'une qu'on va voir dans un instant,
c'est que Macron n'écoute pas assez, ne discute pas assez. Je pense que la vie politique, c'est une vie collective. C'est une vie collective. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut avoir des relations avec beaucoup de monde. C'est vrai à la fois en interne, mais aussi au niveau européen. Macron est l'anti-Barnier. Barnier, notamment, s'est fait remarquer par la conduite des négociations sur le Brexit. Ça a duré plusieurs années. Et au départ, nombre d'observateurs, dont j'étais, se disaient, mais comment va-t-on faire pour maintenir l'unité des États continentaux par rapport aux Britanniques qui savent négocier et qui savent diviser? Barnier a su maintenir l'unité, mais il a passé énormément de temps à se promener dans les différentes capitales des pays continentaux. Autrement dit, il a eu une action collective à base de beaucoup de négociations. Ce n'était pas un rôle hyper personnel. Il a réussi à maintenir l'unité parce qu'il y a eu beaucoup de contacts. Macron fait exactement l'inverse. Il travaille avec Colère. Quand je dis Colère, c'est son principal collaborateur, son copain. Euh, et il y a eu assez peu de contacts. D'ailleurs, le Premier ministre a été contacté très vite pour la dissolution. Il n'était pas d'accord, mais il a dû fermer sa gueule. Il a quand même expliqué à Attal qu'il n'était pas d'accord. D'ailleurs, le président du Sénat non plus. Il a dû être consulté, il n'était pas d'accord. Bon, on voit bien qu'il y a peu d'écoute. Deuxième observation qui va dans le même sens, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017, Macron n'a pas constitué un parti politique bien structuré, capable de lui survivre éventuellement, et avec un programme connu, partagé, soutenu par des militants. Giscard l'avait fait, Chirac l'avait fait, bon. Et lui, il n'a pas fait. Donc, on voit bien là un problème de comportement trop individualiste et avec pas suffisamment de relations autour de lui. À la limite, si on regarde 2027, il me semble souhaitable qu'un candidat 2027 s'y prenne très tôt pour avoir le temps de constituer, non pas un catalogue de 40 pages, mais un programme avec des grandes orientations qui pourront être maintenues durablement. Regardez ce qui se passe. Pour l'instant, il y en a un qui fait ça. Mais, me semble-t-il, ce qu'il faudrait pour sortir des divisions où nous sommes aujourd'hui. On continue, on arrive aux conséquences de tout ça. Alors, conséquences, on va le voir pour le président, pour le gouvernement, pour le Parlement et pour la société. La conséquence pour le président. Alors, là, il faut distinguer deux choses. Qu'est-ce qui a été reproché, qu'est-ce qui a été sanctionné en quelque sorte par l'élection, et d'autre part, comment le rôle du président évolue aujourd'hui, et puis peut-être qu'on peut avoir une idée sur la façon dont il devrait évoluer demain. Alors, d'abord la sanction d'une parole abondante et pas toujours réfléchie. Et là, j'en profite pour rappeler ce que je souhaite. Je sais que Guy n'est pas toujours d'accord avec moi sur ce point-là. C'est qu'il me semble éminemment souhaitable que nos plus grands dirigeants aient de l'expérience politique. C'est-à-dire qu'ils aient assumé des responsabilités politiques à des différents niveaux pour qu'ils sachent comment ça se passe et qu'ils sachent que la base de la politique, c'est quand même le relationnel.
Alors, des paroles abondantes et un peu délirantes. La colonisation est un crime contre l'humanité, hein, déclaré en Algérie. Le président parle comme le Sud global, comme la Chine qui veut prendre une revanche sur euh, les guerres de l'opium du 19e siècle. C'est-à-dire, on brandit le 19e siècle pour mobiliser au 21e. Il n'y a pas de culture française. C'est important de le savoir. Il n'y a pas de culture française avec des cultures en France. Ces gens qui ne sont rien. Euh, Macron a inventé ou a fait inventer le terme macroné, c'est-à-dire discuter avec Poutine pour ne pas aboutir. Et en poursuivant, alors qu'il y a des discussions au début, il a tout à fait raison, c'est même souhaitable, une bonne discussion vaut mieux qu'une guerre, mais il ne fallait pas quand même que ça s'éternise. Il a quand même déclaré qu'il envisagerait des troupes au sol en Ukraine. Alors que tout le monde, Américain en tête, c'était jusqu'où ne pas aller trop loin avec Poutine pour ne pas devenir co-belligérant. C'est ça tout le problème depuis le départ. Jusqu'où aller? Alors, les Allemands avaient commencé en disant on va soutenir les Ukrainiens en envoyant des casques. Bon, ils étaient très prudents. Ils n'allaient pas assez loin. Enfin, entre n'envoyer que des casques et puis parler d'envoyer des troupes, euh, les troupes, pas de problème, hein, on se tire dessus, ça c'est la guerre. Euh, alors, après ces déclarations, il y en a d'autres, il suffit de traverser la rue pour trouver un job. Enfin, il a fait beaucoup de déclarations, si vous voulez, un peu trop arrogantes et non fondées. Je pense que quelqu'un qui a de l'expérience ne ferait pas des bêtises pareilles. Bon, action étriquée, écoute inexistante, euh, et notamment aussi le déni. L'immigration, c'est un problème dénoncé par 70% des Français. Il ne s'agit pas de, comme Trump, de renvoyer tout le monde hors des frontières. C'est pas du tout ça. Il s'agit de définir un niveau d'immigration qui est absolument indispensable compte tenu du taux de natalité qui existe en Occident, pas seulement en Occident d'ailleurs, il est évident qu'on a besoin d'immigration. Mais il faut aussi définir les nombres qu'il faut, et d'autre part, il faut assimiler les gens qu'on fait venir, et non pas en faire des ennemis de l'intérieur. Jacques, Alors, Jacques, excusez-moi, il y a aussi un élément très important pour moi dans la démarche macroniste, hein, c'est au départ, il est revenu un peu, mais il a beaucoup de mal avec le concept, c'est le rejet des corps intermédiaires, c'est-à-dire de tout ce qui est les syndicats, les élus locaux. Pour lui, il s'est jamais positionné dans ce contexte-là, et c'est son gros défaut, énorme défaut. c'est évident, et dans les solutions qu'on va avoir, il faut reconstituer des vrais partis politiques qui sont là pour permettre l'expression du suffrage universel. C'est dans la Constitution d'ailleurs, hein, on en a absolument besoin. Bon, Pour ce qui me concerne, je vous trouve particulièrement sévère avec Emmanuel Macron.
dans mon souvenir, que ce soit Jacques Chirac, Sarkozy ou Hollande, ont eu aussi des paroles très malheureuses. Je pense à Sarkozy en Afrique, je pense à Hollande avec la finance, euh, alors que Macron a plutôt eu des raccourcis plutôt, comment dirais-je, intellectuels. Quand il parle de traverser la route pour trouver un emploi, c'est parce que on était à une période où on avait du mal à recruter, alors qu'il y avait des chômeurs, qu'il y avait plein de postes qui n'étaient pas pourvus, pour autant qu'on accepte, et c'était ça l'idée, la parabole de la traversée de route, pour autant qu'on accepte une mobilité professionnelle, c'est-à-dire qu'on accepte de changer de métier, puisqu'on était dans un métier où il n'y avait plus d'avenir. Bon, alors, les journalistes n'ont pas joué le jeu sur cette affaire-là. Ils auraient pu expliquer ce que ou paraphraser ce que le disait le président d'une manière peut-être un peu compliquée pour beaucoup de gens, en expliquant que c'était bien ça, c'est-à-dire que pour pouvoir retrouver un travail rapidement, il fallait avoir de la mobilité professionnelle. Voilà. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça dans ce qu'il a pu déclarer. Oui, c'était brut de décoffrage, c'était peut-être trop intellectuel, mais très souvent, on lui a fait des procès d'intention qu'on n'a pas fait ou qu'on a oublié sur ses prédécesseurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aime beaucoup quand même cet homme qui a réveillé, qui a secoué le cocotier de la France qui s'endormait depuis 40 ans. Non, mais c'est totalement vrai ce que vous dites. Mais par contre, il faut bien savoir que les journalistes, ce qu'ils recherchent, c'est le buzz. Ils en ont rien à foutre du fond de l'affaire. Que le boulot qu'il recherchait, c'est de devenir fonctionnaire municipal. C'était pas de trouver un boulot où il serait obligé de s'échiner. Euh, bon, euh, mais effectivement, on recherche la petite phrase. Mais ça vaut pour toutes les interviews. Hein. Non, c'est l'unanimité, je suis d'accord avec vous deux. Bon, d'abord, Macron est quand même un personnage qui a joué un rôle important dans la vie politique française, c'est sûr, et il a un certain nombre de qualités, c'est sûr aussi. En ce qui concerne ce que vous avez relevé, enfin ce que Guy a relevé sur traverser la rue, euh, moi ça ne me dérange pas. Effectivement, c'était fondé, c'était fondé. Ceci étant, je l'ai relevé parce que ça a mal été accueilli par l'opinion publique. Hein, c'est à ce titre-là. En revanche, il y a d'autres déclarations que je trouve totalement inadmissibles. Il n'y a pas de culture française. Euh, D'autre part, la colonisation est un crime contre l'humanité. Euh, les sanglots de l'homme blanc, on n'en finit pas de se repentir. Et on va se repentir dans une ancienne colonie. Vous voyez De Gaulle faire ça? Jamais, jamais, c'est pas possible. Le président de la République, il va dire c'est pas possible. Ça, c'est tout à fait condamnable. Des gens qui ne sont rien ont effectivement, il y a des réussites différenciées, mais Hillary Clinton, a priori, a perdu sa présidence sur une déclaration. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait dit. Elle avait utilisé un terme pour caractériser les mêmes personnes. Euh, C'est pas judicieux quand même. On dirait, il y a Hollande qui parlait des sans-dents. Mais a priori, c'était pas sur la place publique, c'était rapporté, mais c'était pas sur la place publique. Là, ça l'était. Non, mais les sans-dents, c'était d'ailleurs là aussi très judicieux, puisqu'effectivement, nombre de personnes ayant de très faibles revenus ne voulaient pas se faire soigner parce que c'était inabordable. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs Emmanuel Macron à faire le 100% remboursé pour les dents et pour les yeux. Donc c'était une remarque judicieuse. Et là encore, les journalistes ont joué un très mauvais rôle en caricaturant C'était cette pas remarque qui Macron, hein, était. c'était Hollande, les sans-dents. Hein. Oui, 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 je suis bien d'accord. Mais là encore,
les journalistes ont repris ces mots qui auraient dû rester dans le privé, ces propos qui auraient dû rester privés. C'était Valérie Trier-Beller qui les a communiqués, mais les journalistes s'en sont emparés comme d'une bonne blague, alors qu'il s'agissait d'une réalité sociologique. C'est-à-dire que nombre de Français n'ont pas les moyens ou n'avaient pas les moyens à l'époque de se soigner, notamment du côté des dents et de l'optique. Et D'accord. c'est pour ça que Hollande parlait des sans-dents, mais pas de façon ironique. C'est simplement que c'était un constat qu'il y avait des gens qui étaient comme ça. Alors c'était D'accord. Emmanuel Macron, lorsqu'il a mis en place les remboursements à 100% des prothèses dentaires et des lunettes, enfin des trucs de vue ou d'ouïe, je crois, eh bien, c'était pour répondre à cette question-là. Voilà. Et je pense que pour ce qui concerne certaines déclarations de Macron, il ne faut pas les sortir du contexte. Je ne voudrais pas qu'on fasse une exégèse des déclarations de Macron, mais il y en a beaucoup qui sont sorties de leur contexte et qui, quand elles sont remises dans le contexte, sont tout à fait compréhensibles. Par contre, effectivement, ça repose la question pour des gens à ce niveau-là d'avoir un niveau de langage qui n'est pas celui d'une personnalité publique telle qu'un président de la République. Je suis d'accord, on peut se poser légitimement la question parce que justement, on sait que des journalistes vont interpréter n'importe comment. Oui. Euh, un exemple récent, j'ai entendu ce matin un journaliste parler de la déclaration de Bayrou sur le sentiment d'être submergé par l'immigration. Et ce journaliste euh, terminait son analyse en disant, mais la submersion, elle existe, mais c'est les pauvres gens qui sont noyés en traversant la Méditerranée, etc. Donc, vous voyez l'exploitation finalement d'un sentiment de submersion qui est simplement du quantitatif. Le journaliste arrive à en faire un cas particulier ou des cas particuliers sur lesquels on peut s'émouvoir à juste titre. Oui, Mais c'est de la manipulation. Oui, mais vous avez remarqué aussi qu'il a parlé, comme le disait Jacques, de sentiment de submersion. Il n'a pas dit, il n'a pas parlé de submersion. Il a parlé que certaines personnes pouvaient ressentir un sentiment de submersion. Mais tous les politiques, la gauche, le mari de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, euh, qui, euh, qui a parlé, qui a été outré à l'Assemblée en parlant de submersion. Il n'a jamais dit qu'il y avait submersion. Il a parlé que certaines personnes avaient un sentiment de submersion. Mais bon, après, Bon, on, on reprend pour le président donc ce qu'on lui a reproché, c'est des déclarations, l'exercice d'un pouvoir solitaire avec très peu de conseillers et pas assez de consultations, et puis un rôle d'omni-président ou d'hyper-président. Soyons clairs, c'est lorsque le président est devenu quasiment le Premier ministre de la France. À tel point, par exemple, que c'est pas seulement Macron, ça, c'est sans doute depuis le quinquennat, peut-être même avant. Mais les présidents se font élire sur un programme et d'autre part exercent trop excessivement les fonctions de Premier ministre. Et Sarkozy avait qualifié Fillon, qui était quand même resté Premier ministre 5 ans, de simple collaborateur. Donc, alors que l'article 20 dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est plus le cas. C'est plus, depuis un certain temps, lui qui détermine
où ce n'était plus lui qui déterminait, conduisait la politique de la nation, c'est pas Attal. C'est redevenu Barnier, c'est redevenu Bayrou, mais ce n'était pas le cas auparavant. Et depuis longtemps. Donc là, le reproche ne concerne pas que Macron, c'est le fonctionnement de cette nouvelle Cinquième République. Et certains disent on vit une République, une cinquième bis, et plus celle de De Gaulle. La répartition entre les deux chefs de l'exécutif n'est plus la même. Et comme a dit Barnier, il faudrait que le président préside et le gouvernement gouverne. Ça, c'est un point important, me semble-t-il, pour un avenir proche. Et peut-être que le fonctionnement du gouvernement avec l'Assemblée et le président jusqu'à 2027 serait l'occasion d'arriver à un fonctionnement qui pourrait être plus parlementaire et plus durable. Donc, là, il y a un point à approfondir. Bon, maintenant, le président, qu'est-ce qu'il devient? On n'est plus sur les causes. Eh bien, maintenant, on a René Coty, il fait des inaugurations et des commémorations. Alors, là encore, il en fait beaucoup, peut-être même un peu trop. Hein. Bien sûr qu'il faut faire des commémorations, bien sûr que maintenant qu'on ne s'appuie plus sur une religion, il faut s'appuyer sur l'histoire qui crée du lien entre les citoyens. Il faudrait s'appuyer sur l'histoire et sur les commémorations, sur ce que l'on a fait, réussi en commun dans le passé, mais ne pas faire que ça. Et il va se retrouver dans le domaine réservé, c'est-à-dire défense et affaires étrangères, avec un point d'interrogation d'ailleurs sur qui représente la France dans le cadre de l'Union européenne. Vous savez qu'au moment des cohabitations, la France était représentée par deux personnes, président et Premier ministre. Bon, je ne pense pas qu'on en arrive là aujourd'hui. La question se pose. Et comme l'a dit Koller, quand Barnier est arrivé, on débranche les fils avec Matignon. Vous n'êtes plus dans l'impulsion des politiques publiques. C'est le retour au domaine réservé. Alors, nous ne sommes pas dans une cohabitation, c'est-à-dire qu'il existe et qu'il doit exister quand même des relations entre le président et le Premier ministre sur les domaines qui ne sont pas réservés au président. Mais la prééminence, quand même, doit revenir maintenant au Premier ministre, comme c'était le cas dans le passé. Par exemple, en 68, De Gaulle, après avoir été rendre visite à Massu, voulait faire son référendum, mais ne voulait pas dissoudre l'Assemblée nationale. C'est Pompidou qui l'a demandé en mettant sa démission dans la balance. Donc, vous voyez, même ces grands personnages, ils discutaient sérieusement avec des désaccords. Et Pompidou était surpris dans la déclaration radiophonique de De Gaulle quand celui-ci annonçait la dissolution. Parce qu'il avait acheté finalement la proposition de Pompidou. Donc, le rôle quand même du président, c'est de définir l'arbre des objectifs, de prioriser dans les objectifs, de se consacrer à l'essentiel pour, semble-t-il, les réflexions engagées aujourd'hui sur les causes et l'avenir. On a le gouvernement. Alors, le gouvernement retrouve un rôle dans la définition de la politique, mais son problème à court terme, c'est aujourd'hui de survivre. C'est de survivre, d'essayer de décider sur l'essentiel, le budget, peut-être aussi sur le mode d'élection des prochaines législatives, mais son horizon est très court. Il ne peut pas traiter des vrais problèmes
parce qu'ils seront à résoudre plus tard et on ne sait pas s'ils seraient encore là. Ils ne seraient pas crédibles s'il faisait des propositions à exécuter dans 12 mois. Est-ce qu'il sera là la semaine prochaine? Vous voyez, ça réduit considérablement son horizon de propositions et il a en face de lui une opposition structurelle. Et il y a un problème de choix avec qui négocier pour ne pas être censuré. Bon, Barnier avait ménagé le Rassemblement national jusqu'au moment où le Rassemblement national a décidé de voter la censure. Et là, Bayrou négocie avec les socialistes pour, là aussi, éviter la censure. Quelles sont les réactions aujourd'hui? Aujourd'hui, le Rassemblement national dit qu'il envisage de voter une censure. Et le seul moyen d'éviter son adoption, c'est bien sûr que les socialistes ne changent pas d'avis. Et on arrive au paradoxe suivant, c'est que les dernières législatives ont démontré dans la clarification que la droite pesait plus lourd en France, elle pèse comme elle n'a jamais pesé. Quand on prend Le Pen, Zemmour, les Républicains, etc., l'électorat n'a jamais été autant à droite en France et le gouvernement négocie avec la gauche. C'est quand même paradoxal. Combien de temps les électeurs vont-ils supporter ça? Frère des résultats électoraux. Pas simplement une conversation de salon. Je pense que lors des prochaines législatives, il devrait y avoir des règlements de compte. Quant au rôle du gouvernement, je pense qu'il joue le rôle aujourd'hui qu'il a joué autrefois. Il revient à une bonne lecture de la Constitution, mais que son horizon est trop court et que ses alliances sont contraires aux résultats électoraux. Alors, Michel Blanquer avait dit qu'il était temps, avait écrit qu'il était temps que le pays sorte du chemin somnambulique vers l'affaiblissement. Je suis d'accord. Le risque du parlementarisme rationalisé, la Ve République, c'est de passer à la parlementarisation du pouvoir. Et là, je pense que c'est le risque qui est en cours. Parce que la parlementarisation du pouvoir, c'est-à-dire je recherche une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, risque d'être en contradiction avec le sens des dernières élections toutes récentes. Alors, on arrive à la question, le Rassemblement national a censuré Barnier, pourquoi? Est-ce une réponse au réquisitoire contre Marine Le Pen? Bon, je pense qu'on l'évoquera un peu plus tard. Il semble qu'il y ait un problème de judiciarisation excessive de la vie politique en France. Pas seulement avec l'affaire Marine Le Pen, c'était vrai avec l'affaire Fillon. Les juges ont disqualifié lors des élections un candidat. Est-ce que c'est leur rôle? Bien, là je pose la question, on va s'arrêter, mais éventuellement vous pouvez intervenir donc sur le rôle du président aujourd'hui et demain et sur le rôle du gouvernement dans la Ve République telle qu'il devrait fonctionner demain, puisque quasiment on anticipe sur les solutions possibles,
Et puis, dernier point, sur le rôle du gouvernement aujourd'hui, les négociations que conduit Bayrou pour survivre. Alors, là aussi, la dernière fois, on avait discuté, parce que certains disaient il veut survivre jusqu'à l'adoption du budget. Et moi, je disais, il veut survivre le plus longtemps possible, parce que finalement, un gouvernement qui est là aux affaires, même s'il a peu de pouvoir, c'est mieux qu'une nouvelle crise ministérielle en très peu de temps, qui disqualifierait profondément la France sur le plan politique et sur le plan économique. Alors, que pensez-vous de tout ça? Présidence, gouvernement. Pour moi, effectivement, c'est du court-termisme. Actuellement, Bayrou, ce qu'il recherche, c'est de pouvoir durer. Mais de toute façon, au mois de juillet, il y aura une censure au plus tard et il y aura de nouvelles élections législatives. Fatalement, Macron ne pourra pas faire autrement. Et ça sera le Rassemblement national qui viendra au pouvoir. Pour l'équipe de Macron, c'est peut-être pas forcément, comme vous l'évoquiez au départ, c'est peut-être pas forcément le plus mauvais résultat. C'est bien ce que Mitterrand avait cherché à faire en 86 et en 95. Bon, après, l'avenir, on verra. Pour ce qui me concerne, j'ai une vision un tout petit peu différente. Je pense que François Bayrou est en train d'apprendre et d'apprendre aussi aux Français qu'est-ce que c'est que la culture du compromis. Pourquoi je dis ça? Parce que, Jacques, vous faites l'assemblage de l'extrême droite avec la droite. Mais moi, je crois que la droite, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas de l'extrême. Elle est bien plus proche du centre et de la gauche par les valeurs républicaines. Bien, Et donc, oui. cet arc républicain, Bayrou, il est contraint d'essayer de le faire vivre. Et pour le faire vivre, il doit effectivement composer avec la droite, même la droite la plus extrême, avant l'extrême droite, je pense à Laurent Wauquiez, et puis avec la gauche la plus extrême sans être dans les extrêmes gauches, d'un monsieur Faure qui joue les grands coqs alors qu'il a un faible pouvoir malgré tout. Et donc, c'est une occasion tout à fait intéressante, elle durera ce qu'elle durera, de voir que le compromis, ça peut faire fonctionner un pays comme ça fait fonctionner l'Europe aujourd'hui. Alors après, bien entendu, c'est certain qu'à un moment donné, je pense que euh, le Rassemblement national va vouloir retirer les dividendes du bazar qui a été fait par lui et par LFI, parce que je pense qu'LFI a servi de tremplin au RN et ça, on ne m'en fera pas des morts. Et donc le RN voudra peut-être rééditer l'histoire de la censure. Est-ce que LFI le suivra à ce moment-là? Parce que ce sera peut-être suicidaire pour LFI, comme ça le sera pour les socialistes. Donc l'histoire n'est pas encore écrite et le pire n'est pas forcément certain. Voilà ce que je pense. Bon, deux observations. Sur les rapports droite et extrême droite, nous avons à peu près la même situation au niveau du Parlement européen. Le PPE aurait pu choisir de dire je gouverne avec la droite, c'est-à-dire les extrêmes droites, et là on arrivait à une majorité absolue, et on sortait les socialistes. Il a préféré
maintenir la coalition avec les socialistes et Renew plutôt que de rejoindre l'extrême droite. C'est-à-dire que le problème se pose à peu près dans les mêmes termes en France. Mais il n'empêche que globalement, en termes de résultats, quand on fait les additions, la droite pèse plus lourd à l'Assemblée nationale que par le passé. Bon. Et chez les électeurs, la question se pose quand même du respect du vote qu'ils ont émis. La question se pose. En ce qui concerne la coalition, bien sûr que Bayrou essaie avec un certain succès jusqu'à présent, de faire des compromis. Maintenant, il a un argument qui est aussi important pour savoir, et pour nous aussi, savoir quand est-ce que les élections prochaines législatives vont se faire, c'est la loi électorale. Est-ce qu'on fait à la proportionnelle ou est-ce qu'on fait majorité? Et pour lui, c'est un argument. Si, par exemple, les socialistes veulent s'affranchir de Mélenchon, il faudrait que la proportionnelle passe. Et provoquer des législatives sans avoir adopté préalablement la proportionnelle, c'est de se présenter les mains liées à Mélenchon. Attendez, il ne faut pas oublier ça. C'est quand même un moyen de négociation qui est important. Et je pense que Bayrou a suffisamment d'expérience pour jouer là-dessus. C'est vrai. Donc, les jeux ne sont pas faits. Et deuxièmement, lui de savoir ce qu'il va viser, ça veut dire qu'il faut mettre à profit le temps qui nous sépare de la prochaine consultation pour essayer de définir des stratégies électorales qui permettent de dégager une majorité après négociation, après les élections. Autrement dit, il faut définir un petit peu ce que sera le contexte probablement, et puis éviter les improvisations dont on souffre aujourd'hui. Mais c'est ça que des dirigeants expérimentés devraient faire. Je pense qu'ils sont en train de le concevoir. Maintenant, le réaliser dans le contexte actuel, c'est pas si simple que ça. Mmh. Bon. Donc, on a la réponse pour la prochaine fois. On n'a pas terminé. Il y aura donc, dans l'annonce qu'on va faire, à terminer ce sujet avant d'engager le suivant.